Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de pouvoir vous retrouver une fois encore sur votre émission Le Bon Citoyen. Aujourd'hui, nous allons encore pouvoir aborder des thématiques essentielles en ce qui concerne notre vie en société. Et déjà dans ce studio, je me retrouve avec Kevin Aquin. Il est juriste. Il pourra intervenir d'un instant à l'autre sur la chronique du citoyen. Il nous parlera de l'équilibre entre droits et devoirs du citoyen. Et le débat sera bien sûr animé par Fréjus Atinoglu. Il est également juriste, présent déjà dans ce studio. Il sera accompagné de Aïcha Afi Riposu et l'autre, elle est communicatrice. Donc voilà l'essentiel que nous allons pouvoir retenir pour le compte de cette émission que je vous prie de pouvoir suivre avec grand intérêt parce qu'il y a d'ailleurs de très bonnes choses qui sont prévues. Mais en attendant, voici tout de suite votre rubrique Leçon de civisme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect essentiel de notre vie quotidienne et de notre comportement en tant que citoyen. Le civisme sur la route et en particulier l'importance de laisser le passage aux véhicules prioritaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un véhicule prioritaire? Il s'agit notamment des ambulances, des pompiers ainsi que d'autres véhicules en intervention urgente. Ces véhicules ont des sirènes et des feux clignotants qui signalent leur urgence. Leur mission est de secourir et de sauver des vies. C'est pourquoi il est crucial de leur laisser le passage. Lorsqu'un véhicule prioritaire arrive, il est de notre devoir, en tant qu'usager de la route, de réagir rapidement et de manière appropriée. Voici quelques règles simples à suivre. Numéro 1. Restez attentif. Lorsque vous conduisez, soyez vigilant et à l'écoute des sirènes. Soyez conscient de votre environnement et anticipez l'arrivée d'un véhicule prioritaire. Numéro 2. Cédez le passage. Si vous entendez une sirène ou voyez des feux clignotants, évaluez la situation. Lorsque cela est possible et en toute sécurité, déplacez-vous sur le bas-côté ou vers une autre voie pour laisser passer le véhicule. Ne freinez pas brusquement au milieu de la route, cela pourrait provoquer des accidents. Numéro 3. Respectez les règles de circulation. Même dans le cas d'un véhicule prioritaire, il est important de ne pas commettre d'infraction. Suivez les règles de circulation en toutes circonstances et faites preuve de prudence. Numéro 4. Sensibilisez les autres. Si vous êtes un passager, n'hésitez pas à rappeler à votre conducteur l'importance de laisser le passage aux véhicules prioritaires. Le civisme se cultive en équipe et chacun peut jouer un rôle. Laisser le passage aux véhicules prioritaires n'est pas seulement une obligation légale, c'est une marque de respect et de solidarité envers ceux qui risquent leur vie pour nous protéger et nous aider. En adoptant une conduite civique, nous contribuons tous à la sécurité et au bien-être de notre communauté. Rappelons-nous que chaque seconde compte dans une situation d'urgence. Soyons responsables et solidaires sur la route pour faire de notre société un endroit plus sûr pour tous. Vous savez désormais qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement dès que vous vous retrouvez avec les véhicules prioritaires dans la rue. C'est pour le bien de nous tous, c'est pour la sécurité de nous tous. J'espère vivement que chacun pourra faire l'essentiel pour que nous puissions respecter ce qui vient d'être partagé avec nous au titre de cette leçon. Nous allons à présent aborder la chronique du citoyen, une chronique qui va s'intéresser
à l'équilibre entre droits et devoirs du citoyen. Kevin Akin, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et vous êtes là pour nous présenter votre chronique du jour. Oui, effectivement. Allez-y. Droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, Journée internationale des droits de l'homme, chère UNESCO des droits de l'homme et tout ce qui pourrait rimer avec droits de l'homme. Droit, droit, droit et presque jamais devoir. Mais en réalité, qui aime devoir? À cette question, la réponse est sûrement négative. Et pourtant, devoir ou être endetté fait partie des grandeurs des États dont nous chantons les gloires. Au Bénin, que ce soit dans les têtes ou dans les tests, devoir est mal placé quand on le met en rapport avec les droits. Dans ce palais, seuls les droits sont les rois et les devoirs ne sont classés que dans les tiroirs. Ils n'ont même pas de place dans les couloirs. Eh bien, ils sont aux abois, sans voix ni gloire, et subissent les dithyrambes faits aux doigts. Personne n'ose évoquer ce déséquilibre, puisque selon Yves Madio, un auteur qui parle de devoir est considéré comme un auteur idéologiquement dangereux, répressif, voire fasciste. Les devoirs ont ainsi, comme le Christ, été crucifiés aux côtés de grands criminels tels que le fascisme. Abandonnés à leur sort, sans aucun ressort ni support, victimes de jugements sombres, obscurs et lugubres, sans espoir de résurrection et attendant, comme le dit Senghor, que le destin jaloux ne les réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Hélas. Mais pourquoi devoir parler de devoir dans un monde où les droits règnent en roi? La réponse est toute simple et peut-être ironique. Parler de devoir relève d'un devoir, celui de respecter la loi des lois. Cela dit, il faudrait savoir que chaque citoyen béninois doit faire ses devoirs. Dans la constitution béninoise, les devoirs aussi minimes qu'ils sont ont été consacrés. Il semble cependant que personne ne l'a remarqué. Et oui, comme le dit le proverbe, ce n'est pas parce que l'escargot n'a pas de dents qu'il faut s'amuser à le mettre dans son caleçon. Des articles 32 aux articles 36, pourquoi pas 37, la loi des lois a consacré 6 articles aux devoirs. Face à ces devoirs, plusieurs questions restent à entrevoir. Que faisons-nous de nos devoirs? Que faisons-nous de ce devoir de défendre la nation et de protéger l'intégrité du territoire? Sommes-nous capables aujourd'hui, comme nos pères l'avaient fait, de défendre le Bénin contre les colons et même contre les mercenaires? Alors, l'avons-nous défendu quand les voisins rigolos l'ont accusé de tous les noms d'oiseaux? Avons-nous l'impression de respecter nos devoirs, de remplir nos obligations civiques et professionnelles, de nous acquitter de nos contributions fiscales? Avons-nous le sentiment d'être au point quand la conscience professionnelle n'est pas à point? Avons-nous l'impression, nous-mêmes dirigeants, d'être contribuables lorsqu'à la limite, on a été forcé à payer les impôts grâce au quitus fiscal en période électorale? Quand il nous arrive d'être chargés d'une fonction publique ou politique, avons-nous conscience des devoirs de l'article 35, selon lesquels, je cite, « Les citoyens chargés d'une fonction publique ou politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. » Avons-nous cette impression lorsque tout autour de nous, les détournements sont intempestifs? Avons-nous l'impression de nous respecter et de nous considérer mutuellement lorsqu'en circulation, nous ne faisons que nous injurier? Avons-nous l'impression de promouvoir la cohésion nationale quand nous tenons des discours régionalistes ou quand nous chantons la désunion à travers des titres comme « Medokbo nous régler problème ton ». Avons-nous souvenance de notre devoir de protéger l'environnement lorsque nous jetons à tout coin de rue des détritus face au bien public? Rappelons-nous de l'article 37 lorsque nous vandalisons, nous négligeons les infrastructures publiques.
Toutes ces interrogations, il faut le dire, nous mettent, citoyens béninois, dirigeants ou dirigés, face à nos devoirs envers la République. Il est clair, personne n'aime devoir, personne n'aime faire ses devoirs. Mais si étymologiquement, devoir égale science du devoir, il est aisé de voir comment nous réclamons du médecin, de l'avocat, de respecter la déontologie de son métier ou tout simplement de faire ses devoirs. Et voilà, tout le monde attend de tout le monde qu'il fasse ses devoirs, mais au final, personne ne veut le faire. Ça devait être la fin ou tout pour aujourd'hui. Mais quand vient l'heure, le moment, l'instant de finir, il convient de se souvenir des apotropaïques mots de Gandhi. Il a dit, je cite, « J'ai appris de ma mère, illettrée mais fort sage, que tous les droits dignes d'être mérités et consacrés sont ceux que donne le devoir accompli. Citoyens béninois, acceptons le devoir au Bénin. » Merci. Merci Kevin Aquin pour cette chronique du citoyen qui porte sur l'équilibre entre droits et devoirs. Nous allons sans aucun doute vous retrouver semaine prochaine pour un autre numéro. Oui, exactement. Eh bien, nous allons laisser notre chroniqueur reprendre la route et cette fois-ci, on va installer au titre du débat du jour Aïcha Afi Rikpossou. Elle est communicatrice. Elle sera dans ce studio pour nous parler de la liberté d'expression, un droit fragile qu'il convient de protéger. Liberté d'expression, un droit fragile qu'il convient de protéger. Fréjus Atinoglo, bienvenue. Merci. Vous êtes là pour le débat autour de cette thématique. Donc, dites-nous quel est le regard tout de suite que vous portez sur la liberté d'expression. Oui, comme vous avez commencé par l'annoncer, la liberté d'expression, qui est connue comme un droit humain fondamental, une liberté fragile au regard de la classification de cette liberté-là. Parce que lorsqu'on prend les droits humains, on voit qu'il y a des droits que nous appelons des droits non dérogeables et des droits qui sont dérogeables. Et au regard des droits dérogeables, nous avons la liberté d'expression, qui est une liberté qui admet des limites, qui admet des exceptions. C'est pas un droit absolu, c'est un droit relatif. Donc pour moi, c'est une liberté fragile. Et au regard de cette fragilité, il est nécessaire de travailler à protéger. Parce que vous savez, tous les droits humains qui acceptent d'être limités, nous remarquons que les États abusent de cette limitation pour pouvoir restreindre injustement ces droits. Donc, c'est nécessaire de travailler à pouvoir protéger ce droit-là. On va revenir sans aucun doute tout à l'heure sur ces différents aspects que vous venez d'évoquer. Je vais d'abord me tourner du côté de Aïcha Rikpossou. Vous êtes communicatrice. Bienvenue sur ce plateau. Merci Hugues. Alors, la liberté d'expression, est-ce que vous la prenez sous l'angle d'un droit fragile? Bon, pour moi, la liberté d'expression n'est pas un droit fragile. C'est un droit, je dirais, simple, pour ne pas m'exprimer en termes de juriste comme très juste, que tout le monde doit adopter et sans limite. Ah ben, adopter la liberté d'expression sans limite, est-ce que ça ne va pas nous conduire dans des travers, par exemple? Non, ça ne va pas nous conduire dans les travers. Parce que quand on a la liberté d'expression, c'est permettre déjà à quelqu'un, à n'importe quelle personne, un individu, quelle que soit la nature de l'individu, de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'il pense, sans limite. Un droit, c'est quand même, je crois, un code électoral qui permet à quelqu'un d'avoir la possibilité de faire quelque chose
sans réserve. Parce que s'il devait avoir des réserves, peut-être que la personne n'aurait pas ces droits-là, sans limite. Pour moi, la liberté d'expression n'est pas un droit fragile. Fréjus, tout à l'heure, nous avons suivi ensemble la chronique du citoyen avec Kevin Aquin, qui parlait quand même des devoirs qui sont bien souvent oubliés. Quand on s'intéresse aussi à cette question de la liberté d'expression, vous n'avez pas le sentiment que le citoyen de tout temps se dit « j'ai le droit de m'exprimer » par exemple, et à partir de ce moment, il oublie l'essentiel? Oui, mais d'abord, je voudrais revenir sur la conception de Aïcha sur la notion de la liberté d'expression. Je pense qu'elle a totalement raison. La liberté d'expression est un droit comme tous les autres droits. Comme on le dit, les droits humains sont indissociables, les droits humains sont interdépendants. Donc, on n'aura pas à dire, bon voilà, nous privilégions tel droit au détriment de tel autre droit. Donc, tout le monde a la liberté d'expression et par définition dit que la liberté d'expression, c'est le droit que nous avons chacun de nous, sans discrimination, de nous exprimer librement, sans restriction, sans persécution et sans représailles, quel qu'en soit le support, quels qu'en soient les moyens utilisés. Et donc, lorsqu'on prend ce droit-là, on va voir que c'est un droit qui a été consacré au même titre que les autres droits. Quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous voyez à l'article 19 que c'est un droit qui a été consacré. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est un droit qui a été consacré. Quand on vient au niveau régional, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre également ce droit. La Constitution béninoise consacre également ce droit. Donc cela montre l'importance de la liberté d'expression au sein de tous les autres droits. Donc pour revenir à votre question, de savoir, c'est vrai, on a suivi la chronique de Kevin Aquin et ça remet encore sur le tapis la question des droits et des devoirs parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, nous réclamons plus nos droits, mais personne ne veut connaître ses devoirs. Et aujourd'hui, quand on prend la liberté d'expression, j'ai commencé par le dire que c'est un droit qui admet des limites. Et on dit, tant que la liberté d'expression n'entache pas les droits des autres personnes et n'entache pas la sécurité publique. Et quand on prend les limites aujourd'hui et on étudie ces limites-là, ça ramène la question du devoir. Parce qu'on dit la liberté d'expression ne doit pas empêcher ou ne doit pas amener à violer les droits des autres, à brimer la réputation des autres, à inciter à la violence. Et quand on parle de réputation des autres, nous avons aujourd'hui des législations sur la diffamation, sur l'injure publique et la calomnie et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, la manière dont le législateur conçoit ces infractions-là dans le code pénal, c'est également un sujet à débattre. Mais c'est quand même pour amener les citoyens à savoir, oui, nous avons des droits. J'ai le droit de dire ce que je veux, de m'exprimer librement, mais j'ai également le devoir de ne pas salir la réputation de mon ami. J'ai également le devoir de ne pas avoir des discours qui appellent à la violence. J'ai également le devoir de ne pas tenir des discours à caractère terroriste, par exemple. Et sur ces questions-là, lorsqu'on rappelle les droits, on rappelle à l'État sa responsabilité à protéger ces droits-là, on doit également rappeler aux citoyens ses devoirs. Donc, ce n'est pas l'État seul qui doit travailler à protéger les droits, mais nous aussi, nous devons nous mettre dans conditions, nous devons nous mettre dans la posture de respecter nos devoirs, de ne pas diffamer les gens parce que nous avons une liberté d'expression, de ne pas tenir des discours de haine parce que nous avons une liberté d'expression, de ne pas tenir des discours à caractère terroriste parce que nous avons une liberté d'expression. J'éprouve du plaisir à vous suivre par rapport à cette manière d'insister sur un certain nombre de faits, en l'occurrence la diffamation, la calomnie. Madame Ripossou, dites-moi, vous qui quand même trouvez qu'il faut forcément permettre aux citoyens de s'exprimer librement, puisque pour vous ce droit c'est un acquis et il ne faudrait pas
restreindre cette liberté d'expression. Si quelqu'un tout de suite arrivait à travers la liberté d'expression à vous diffamer ou à porter préjudice à votre réputation, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous allez vous permettre de dire oui, c'est au nom de la liberté d'expression qu'il l'a dit? Au nom de la liberté d'expression, tu ne vas pas diffamer ou bien porter préjudice à la réputation de l'autre, mais c'est la manière à cette dernière personne-là de s'exprimer. À travers cette expression, vous comprenez peut-être, je ne sais pas, derrière, il y a peut-être la haine, comme le Fréjus le disait tout à l'heure. Je veux prendre l'exemple des propos, disait tout à l'heure, il ne faut pas tenir des propos à caractère terroriste, voilà. Certaines personnes, pour dénoncer ces faits-là, d'accord, prennent par ce moyen-là pour pouvoir s'exprimer. C'est vous, parce que vous êtes peut-être juriste, que vous sentez que ces propos-là sont à caractère terroriste. Celui qui s'exprime tout de suite est sous une émotion, sous un choc, sous un sentiment. La personne a envie de dire quelque chose, de s'exprimer de différent ou de faire quelque chose, parce qu'en s'exprimant, on peut aussi l'exprimer par des faits, par des actes et tout. Peu importe la manière dont la personne s'exprime, pour elle, elle est en train de s'exprimer d'abord, avant maintenant qu'on commence par dire cette personne a violé telle loi, tel droit, tel droit, tel droit. Pour revenir à votre question, vous avez dit, est-ce que je ne pense pas que quelqu'un puisse, en s'exprimant de cette manière, en train de porter préjudice à ma personne? Moi, personnellement, pas, non. La personne est en train de s'exprimer, on reconnaît tous d'abord qu'elle est en train de s'exprimer. Maintenant, pourquoi est-ce que cette personne est en train de parler de cette manière, de cette façon? Là, la question pourrait nous amener à aller chercher ailleurs, mais pas tout de suite à voir le caractère superficiel qu'est l'expression. D'accord. Et quand vous vous rendez compte peut-être que cette personne s'est comportée de bonne foi, quelle est l'attitude que vous adoptez, bien que votre réputation ait pris un coup? Tout de suite, je vais chercher à savoir pourquoi est-ce que cette personne-là, d'accord, a choisi ce moyen-là pour porter atteinte à ma réputation. Oui, il a fait au nom de la liberté d'expression et, pas forcément, vous vous rendez compte que c'est de bonne foi qu'il l'a fait. Ça ne peut pas être de bonne foi, parce que de bonne foi, il ne peut pas le faire de cette manière-là. Peut-être que derrière, il y a une autre intention, mais au moins la personne s'est exprimée. Pour moi, je le redis encore, c'est une manière de s'exprimer, c'est un type d'expression. Donc, il n'y a pas de problème d'abord. La personne s'est exprimée parce que grâce à cette expression, le caractère ou du moins la posture qu'elle a adoptée pour porter atteinte à ma personne, que bon, il y a quelque chose qui est sorti. Maintenant, je vais chercher derrière. Pourquoi c'est ce moyen-là? Pourquoi la personne a choisi de me calomnier ou de dire des choses qui ne sont pas peut-être bien sur ma personne, au lieu, par exemple, de venir directement ou de faire par écrit des choses comme ça? Peut-être qu'il y a un autre poids, un devoir ou du moins un autre droit, peut-être, je ne sais pas, la personne est sous le choc d'une certaine émotion ou de, je ne sais pas, un coup de la société, peut-être, hein, mais porter préjudice à ma personne. Quelle serait votre attitude à la fin de ce processus-là? Est-ce que vous allez parvenir à laisser couler ou vous allez chercher à vous rendre justice? Je ne vais pas lui rendre justice. Je ne vais pas tout de suite penser à rendre justice. Je vais laisser couler. Si je ne me reproche rien, je laisse couler. Mais je vais chercher à travers moyens, pas forcément justice. Je peux prendre par des personnes interposées pour savoir pourquoi est-ce que cette personne-là décide de parler de cette manière. Pourquoi est-ce que cette personne-là décide de me nuire, je ne sais pas, d'aller dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas venir, par exemple, un peu plus posément, sans violer ma personnalité ou bien mes droits, comme vous le dites? Pourquoi? Mais je n'irai pas directement en justice, non. Fréjus, nous sommes en train de vouloir conseiller le bon citoyen. Nous sommes en train de vouloir aider le citoyen afin qu'il puisse adopter une meilleure posture dans la société. Vous aviez fait référence à la diffamation tout à l'heure. On parle de la liberté d'expression et au cœur de la liberté d'expression, il y a la diffamation. Quelle est l'attitude que vous adoptez? Non, moi, d'abord, je voudrais revenir sur tout ce que Aïcha a dit.
Et ça m'amène à aborder une question essentielle qu'on aurait pu oublier dans ce débat. Lorsqu'il parle de la liberté d'expression, la libre expression de bonne foi, c'est totalement parfait, c'est normal. Les gens s'expriment parfois sans s'en rendre compte que oui, ce que nous disons... Nous sommes en train de blesser ou porter atteinte à telle personne, oui. C'est un discours de haine, par exemple. Et lorsqu'on arrive à les arrêter, ce sont nous-mêmes, on va dire, mais la liberté d'expression est en cause. Et cela pose la question de comment est-ce que nous sanctionnons les infractions, les délits d'expression, par exemple. C'est vrai que nous avons la liberté d'expression qui est un droit reconnu, fondamental, garanti, tout ce qui va avec, mais également les limites que nous avons, que les gens ne comprennent pas souvent. Et également la manière dont les États aujourd'hui manipulent ces limites-là que nous avons à la liberté d'expression. Nous voyons dans tout le monde comment est-ce que les journalistes sont traités. Les journalistes, le premier droit sur lequel ils se fondent pour faire leur travail, c'est la liberté d'expression. Et ça nous amène à parler de la liberté de conscience, de la liberté de penser, de la liberté de religion, parce que c'est la liberté d'expression qui encadre tous ces droits-là. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit le citoyen qui prend la parole, et aussi la liberté de manifestation, parce que quand les gens se mettent dans la rue pour manifester, ils expriment ce qu'ils ressentent. Et donc, quand on prend tous ces droits-là et on voit le citoyen qui, à cause d'une situation, à cause d'une frustration accumulée, se lève un jour pour écrire un truc sur les réseaux sociaux, et on le prend parce qu'aujourd'hui nous avons un code du numérique qui interdit vraiment de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous avons un code pénal qui encadre vraiment la liberté d'expression, et quand on le prend, nous, on va dire, en tant que défenseur des droits humains, on va dire, oui, c'est la censure de la liberté d'expression, c'est la restriction de la liberté d'expression. Et pour moi, c'est la manière dont on punit ces délits de presse-là qui me pose un problème. Moi, je n'ai jamais dit, il ne faut jamais dire qu'il ne faut pas punir les délits de presse. Lorsqu'une personne décide de diffamer une autre personne, qu'elle soit de bonne foi ou de mauvaise foi, la loi a prévu une punition et en tant que bons citoyens, nous devons être d'accord que ce que la loi a prévu le soit appliqué. Et si le citoyen ne sait pas ce que la loi a prévu? On va revenir à vous. Nul n'est censé ignorer la loi, on va vous le dire. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes en train de parler de liberté d'expression. Donc, vous n'allez pas me dire, par exemple, aujourd'hui tu dois parler, mais tu ne dois pas dire ceci. Si vous me dites qu'il y a des choses que je ne dois plus dire, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression. On va revenir à vous, Aïcha. Des infractions. Aïcha, vous permettez, on va revenir à vous tout à l'heure. Je vais continuer pour dire que pour moi, je suis d'accord avec Aïcha et normalement je dois être dans la position de Aïcha, mais du point de vue scientifique, il faut que je reste totalement objectif pour qu'on puisse faire le débat comme ça se doit. Donc tout ce que vous dites, moi je comprends parfaitement. Donc je disais que c'est la manière dont on punit ces délits de presse, pas les délits de presse, les délits d'expression qui est lié à la liberté d'expression qui me pose un problème moi. Lorsqu'une personne va diffamer, pour moi, il ne faut pas envoyer cette personne-là en prison. Parce que parfois, on peut faire des erreurs. Ou, comme vous le dites, la personne peut être de bonne foi. Et lorsque la personne est de bonne foi, va écrire quelque chose sur les réseaux sociaux, on le prend, on l'envoie en prison. Ça amène l'autocensure sur tous les autres citoyens qui sont dans la société. On se dit, mais finalement, s'il a pu écrire un truc banal et se retrouver en prison, cela voudra dire que parfois, moi, si même la personne réclame ses droits. Hein. Si vous permettez. Parfois même, quand on voit l'autre en prison pour avoir écrit quelque chose sur les réseaux sociaux, moi je me dis, mais écoute, il faut pas que moi je parle de ça, il ne faut pas que j'écrive encore sur les réseaux sociaux. Et ça amène l'autocensure sur les autres citoyens. Et de façon involontaire, nos gouvernants restreignent la liberté d'expression sans le savoir, parce que le fait d'envoyer des gens en prison pour avoir diffamé, le fait d'envoyer des gens en prison pour avoir fait de la calomnie sur quelqu'un, pour avoir tenu des discours de haine peut-être sur les réseaux sociaux, involontairement on va amener l'autocensure et sur les citoyens et sur les journalistes. Alors, et ça fait, je vais finir pour dire, assez rapidement. Je vais finir pour dire
que ça fait qu'il faut amener aujourd'hui le législateur à trouver une sanction, à trouver la voie de la sanction civile. Et la sanction civile, ce n'est pas de ne pas punir les gens, mais c'est de punir les gens autrement. Parce que la prison, c'est une sanction pénale qui fait mal, qui fait vraiment peur et qui n'encourage pas la liberté d'expression. Or, nous, ce que nous devons faire, c'est d'encourager les gens à dire ce qu'ils pensent, c'est d'encourager les gens à dire ce qu'ils voient, c'est d'encourager les gens à dire ce qu'on doit dire pour que les choses aillent mieux. Mais les gens ne savent pas forcément comment est-ce qu'il faut le dire, dans quel contexte il faut le dire, quels sont les mots qu'il faut utiliser pour le dire. Et cela part également de l'éducation des citoyens sur cette thématique. On va revenir à vous tout à l'heure. Aïcha, est-ce que ce n'est pas une fuite de responsabilité quand vous évoquez tous ces aspects au moment où Fréjus était en train de faire le développement? Parce que la personne, à loisir, se permet d'écrire sur une plateforme numérique, c'est peut-être le canal WhatsApp qui est retenu ou le canal Facebook. Et par finir, on se rend compte que cette personne-là, au nom de la liberté d'expression, a diffamé. D'abord, moi, je voudrais dire, d'accord, avant de répondre à votre question, parfois c'est un cri de cœur. Parce qu'on se dit parfois sur les réseaux sociaux, là, les gens vont vite réagir. Cette dernière aurait déjà pris peut-être par autre moyen, d'accord, mais c'est n'ayant vraiment pas abouti, elle décide d'aller sur les réseaux sociaux. Avant de répondre toujours à votre question, nous parlons des devoirs, des droits, des lois et tout ça. Combien de citoyens connaissent vraiment leurs droits? Combien? Moi, je pense par contre d'abord que, pauvres et juste les juristes et tout, ce que vous devez promouvoir d'abord, c'est de permettre à ce que les gens connaissent déjà leurs droits et sachent que ici, lorsque je dois m'exprimer par exemple, je dois dire certaines choses, je dois ne pas dire certaines choses. Ici, lorsque je dois parler, peut-être je dois dire quelque chose sur une personnalité publique ou sur, je ne vais pas dire les journalistes, les autres personnes de la société civile aussi. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Vous parliez tout à l'heure de diffamation et tout, j'en passe. Il y a des gens, vous pouvez leur dire du n'importe quoi, vous pouvez leur cracher ça à la figure comme ça, mais sans émotion. Ça ne leur dit rien. Ils passent. Si cette dernière ne te dit rien. Est-ce que c'est des choses à encourager? Ce ne sont pas des choses à encourager, mais je dis que c'est une manière de s'exprimer. Ce ne sont pas des choses à encourager. Certaines personnes, par exemple, préfèrent crier, insulter avant de se faire entendre parce que peut-être pour eux, le bruit retient au moins l'attention. Cette personne-là aurait déjà essayé par un simple moyen. Ce qui n'est forcément pas vérifié. Toutes les fois, d'accord, on constate que c'est là où il y a du bruit même que les gens réagissent. Vous parlez des réseaux sociaux tout à l'heure. Les gens essaient de prendre par d'autres. Je connais des gens qui sont allés directement voir des personnes dont je vais taire les noms, d'accord, pour entamer des démarches peut-être professionnelles ou autres encore, j'en passe, par des moyens formels. Mais ces personnes-là n'ont pas réagi. Mais sur les réseaux sociaux, quand les personnes ont vu que, bon, là, je risque de porter atteinte à ma personne si je ne réagis pas face à ça. Non, mais nous ne parlons pas là de la même chose, puisque vous pouvez... Nous parlons de la même chose parce que la personne s'exprime. Oui, c'est toujours la liberté d'expression, mais de différentes manières. C'est-à-dire que ce sur quoi j'aurais souhaité que vous puissiez nous donner votre avis aujourd'hui, c'est le volet diffamation. Est-ce à dire qu'au nom de la liberté d'expression, je me permets de tout dire sur l'autre parce qu'il incarne une autorité politique ou parce qu'il incarne une autorité administrative? Si c'est sur des personnes administratives ou du moins des personnes politiques... Même sur un autre citoyen... Lambda. Oui. Est-ce que, au nom de la liberté d'expression, je suis autorisé à le faire? Je ne suis pas autorisée à le faire si je sais que je ne suis pas autorisée à le faire, mais si je ne sais pas. Mais ce n'est pas une fuite de responsabilité quand vous... Ce n'est pas une fuite de responsabilité. C'est pour cela que je vous dis, combien de personnes connaissent leurs droits? Combien de personnes savent que bon, la liberté d'expression, par exemple, a des limites? La liberté d'expression, vous l'avez dit, permettre à tout le monde de dire ce qu'elle pense, peu importe le moyen. Fréjus l'a dit tout à l'heure, qu'il aurait souhaité qu'on sensibilise sur la manière de communiquer ou de s'exprimer. Mais qui va sensibiliser? Les autorités, les juristes, par exemple. Vous, autorités, les personnes. Vous, par exemple, vous savez que, bon,
il y a de tels propos. Quand tu portes ça, tu dis à l'endroit d'une personne un propos diffamatoire, par exemple. La personne qui te le dit ne sait pas, par exemple, une personne qui n'est pas allée à l'école, ni illettrée. Moi, j'aime pas trop dire, j'aime pas employer l'expression illettrée. Quand la personne vous parle, vous savez, bon, cette personne, elle est en train de respecter mon identité. Ce qu'elle est en train de me dire, ça me respecte. Ce qu'elle est en train de dire, ça ne me respecte pas. Elle est en train de me mal parler ou de me calomnier ou de dire ce que... Vous pouvez appeler cette personne, madame, vous savez, vous pouvez vous exprimer. Mais aller jusqu'à ce sens-là, ce n'est pas bon parce que c'est puni par la loi. Peu de personnes savent que la liberté d'expression a des limites. Fréjus, finalement, est-ce que ce n'est pas une question d'éducation au sein de nos familles? Oui, effectivement. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Un matin, à 6 h du matin, un ami m'appelle et me dit, mais Fréjus, écoute, j'ai des problèmes au boulot, j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Je sais que toi, tu écris sur les réseaux sociaux, tu dénonces des choses, je vois, aide-moi à écrire un test, on va publier sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, mais écoute, raconte-moi la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me raconte la situation. J'ai dit, mais ta situation là, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va régler ça. Écris une plainte, adresse au procureur, et voilà, on va suivre la procédure comme ça se doit. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se gère. Donc cela pose également, comme tu l'as dit, Aïcha, laisse-moi finir s'il te plaît. Ça pose la question d'éducation et tout. Moi, ça fait bientôt 8 ans que moi, je dis ce que je pense librement sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. Parfois, je suis un peu trop sévère et tout, mais je n'ai jamais reçu une convocation. Je n'ai jamais été interpellé dans la rue par un policier pour avoir écrit sur les réseaux sociaux, pour avoir parlé sur les chaînes de télévision. Ce qui voudrait dire que la liberté d'expression, par exemple, chez nous... Ça va contrairement ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a lorsque vous circulez dans la rue, vous voyez l'orange allumé, vous sentez qu'il y a le rouge qui arrive. Aujourd'hui, quand on regarde le contexte, on voit que l'orange est là. Et donc, si on ne fait rien, le rouge pourrait s'allumer d'ici là. Et cela fait que de jour en jour, nous ne cessons de rappeler, voilà, la liberté d'expression, il faut protéger. La dépénalisation des délits de presse, par exemple, est un principe acquis qu'il ne faut pas oublier, mais également sensibiliser les citoyens. Parce que c'est lorsque nous sensibilisons les citoyens à bien se comporter dans la société que nous rendons la tâche difficile à nos gouvernants de pouvoir manipuler les limites de la liberté d'expression. Et comme Aïcha l'a dit, il faut sensibiliser. Et nous ne pourrons jamais sensibiliser tous les Béninois sur ce que la loi a prévu. On ne pourra... Il faut être honnête en le disant. On va faire notre effort et ça le fait avec ces émissions-là. Ça se fait. Il y a d'autres émissions qui le font dans les langues et tout. Moi, j'ai déjà participé à beaucoup d'émissions en fond pour sensibiliser les gens sur les droits humains et tout le reste. Mais tous les citoyens ne pourront jamais être informés de ce qui se passe si eux-mêmes ne décident pas de faire un effort, d'aller vers l'information. Donc, c'est une question difficile et on va continuer par le faire, espérer que tout le monde soit informé. Donc, c'est une question d'éducation dans la famille déjà. Dès que l'enfant naît, on inclut dans le paquet d'éducation de l'enfant également comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et moi, j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent également une ouverture incroyable à la liberté d'expression où les gens qui ne pouvaient pas s'exprimer ou n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans d'autres cadres, ou n'ont pas des cadres, par exemple, pour s'exprimer. Avant, il y avait des cadres où les gens se retrouvaient sous des arbres, à l'arbre, pour pouvoir discuter des problèmes de la société, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, les gens voient les réseaux sociaux comme, voilà, un moment ou un cadre pour pouvoir dégager leur frustration, mais ils le font peut-être parfois de la mauvaise manière. On ne va pas les en vouloir pour ça, parce qu'ils ne savent pas, comme tu l'as dit. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent vraiment un espace d'échange, de libre expression aux gens où les gens parfois ne savent pas vraiment se contrôler. Et je dis souvent, on ne nous apprend pas à nous comporter sur les réseaux sociaux. Quand on nous dit, mais voilà mon garçon, on ne manque pas de respect à une grande personne, on ne mange pas comme ça, il faut faire comme ça, il faut saluer le matin et tout. Même à l'école, on nous apprend beaucoup de choses. Comment circuler, il faut circuler du côté droit de la rue et tout ça, civisme, ESA, civisme, tout ça, on a vu ça à l'école. Mais à aucun moment on nous a dit, sur les réseaux sociaux, c'est de telle manière qu'il faut se comporter.
qu'est-ce qu'il faut dire? Il ne faut pas harceler les gens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas diffamer les gens sur les réseaux sociaux. Mais déjà, au sein de la famille, on vous dit de ne pas harceler les gens. On vous dit de ne pas insulter une personne adulte, par exemple. Pourquoi le jeune ou pourquoi un enfant serait tenu de transposer ces réalités-là de la famille vers ces plateformes numériques? Déjà, l'éducation ne se limite pas seulement à la famille, à la maison. Il y a l'école aussi, il y a l'éducation de la rue aussi, il y a l'éducation de la société. Pour ne pas dire, aujourd'hui, par exemple, quand l'enfant quitte la maison, il passe peut-être plus de temps à l'école qu'à la maison. Mais à l'école, est-ce que vous avez une idée de son environnement, ceux qui sont ses amis? Parce qu'il y a ce qu'on te dit à la maison, oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais à l'école, il y a l'éducation que les autres enfants reçoivent aussi. Ou bien les enfants qui ne sont pas avec des parents ou des personnes âgées pour leur donner la bonne éducation, l'éducation réelle. Je voudrais revenir sur l'anecdote que Fréjus vient de donner tout à l'heure, par exemple, toujours pour parler de de la liberté d'expression. Vous voyez, votre ami, il vous a appelé, il vous a demandé de l'aider à s'exprimer sur les réseaux sociaux parce qu'il a compris, parce qu'il sait que sur les réseaux sociaux, il aura vite atteinte à la personne. Vous lui avez demandé d'engager une procédure et que ci et que ça. Il est en train de souffrir d'un mal. D'accord? Il a sur lui le poids d'une peine ou de quelque chose qu'il garde. Mais la procédure qu'il va entamer, est-ce que cette procédure-là va respecter? Est-ce qu'elle sera faite dans les brefs délais pour lui permettre aussi, lui, de bénéficier de son droit ou de son devoir en retour? La question reste, l'interrogation, elle est là. Pour lui, il peut ne pas entamer la procédure judiciaire, mais sur les réseaux sociaux, je peux être sûr à 75% qu'il aura la réaction. Vous avez fait des études pour avoir ces chiffres-là? En fait, aujourd'hui, le constat est fait. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et peu importe la situation, il y a une certaine sociabilité. C'est qu'il y a un certain soutien sur les réseaux sociaux que lorsque quelqu'un se lève avec une situation et met sur les réseaux sociaux, vous voyez de nulle part, de partout le monde, les réactions viennent. Mais est-ce que ce n'est pas en réalité là où se situe le véritable piège de la liberté d'expression? Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir de la masse derrière soi? Tout le monde a besoin de quelqu'un pour le soutenir ou de l'épauler dans n'importe quelle situation. Oui, mais celui qui est derrière vous, est-ce qu'il est forcément la bonne personne? Il n'est pas forcément la bonne personne. Je reviens pour dire la procédure que Fréjus demandait à son ami d'adopter. Est-ce que c'était vraiment la bonne procédure? Est-ce qu'il allait avoir peut-être la solution à ce problème pour lequel il a appelé très tôt le matin? Pourquoi vous avez peur que la solution vienne quand même d'une institution judiciaire? Je n'ai pas peur que la solution vienne de là, mais je sais que ça, quand on engage ces genres de procédures-là, ce n'est pas souvent rapide. Les gens se prennent du temps. On te demande, est-ce que la personne a les moyens aujourd'hui déjà, d'accord, d'aller peut-être vers un juriste, vers peut-être prendre un avocat s'il le faut? Est-ce que cette personne-là a des moyens pour se défendre jusqu'à ce point? Non, mais avec son forfait Internet de 100 francs sur Internet, il va trouver des gens qui vont le soutenir même plus que ceux qui sont dans son entourage. Est-ce que le forfait de 100 francs d'Internet ne peut pas constituer le piège qui vous conduise peut-être vers les portes de la prison? Oui, je voudrais d'abord dire que tout ce que Aïcha a dit, c'est totalement pertinent. Et ça reflète également la perception de la société sur la liberté d'expression et sur les mécanismes que l'État a mis en place pour pouvoir faire respecter les droits de chacun. Et elle le dit de façon ouverte, sans pouvoir embellir les choses. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Les gens se disent, lorsque je vais devant un tribunal, ça va prendre 10 ans, est-ce que j'aurai le droit? Mais si je vais sur les réseaux sociaux, ça va aller plus vite. Et aujourd'hui, on ne va pas interdire aux gens d'aller sur les réseaux sociaux pour dénoncer des situations. Les gens le font, moi je le fais, et ça marche parfois très bien. Mais ce qu'il faut dire, il faut savoir dénoncer pour ne pas en même temps entacher les droits des autres personnes. Parce que nous avons tous les mêmes droits sans discrimination. Et nous ne pouvons pas bénéficier, nous ne pouvons pas demander à ce qu'on respecte nos droits. Mais en même temps, nous, on viole les droits des autres. C'est en respectant individuellement les droits de chacun d'entre nous que les droits de tout le monde seront respectés. Donc, le piège, ça peut se trouver là, dans un forfait de 100 francs. Les gens sont tutés
les gens ont fait 3 tweets et se sont retrouvés en prison. Mais ce n'est pas l'idéal. Et pour ça, il faut continuer par éduquer. Oui, nous avons le droit d'accès à Internet, c'est un droit fondamental reconnu par les Nations Unies. Le droit de s'exprimer sur Internet ou dans n'importe quel espace, c'est un droit fondamental reconnu. Mais comment est-ce que nous pouvons jouir de ce droit sans pouvoir piétiner le droit des autres ou les droits des autres? Et toute la question se trouve à ce niveau-là. Et quelle est la réponse que vous y accordez? La réponse, je viens de la donner. Il faut que nous travaillions individuellement à respecter les droits des autres. Parce que moi, je respecte le droit de Aïcha. Aïcha respecte mon droit. Je pense que de cette manière-là, nous allons nous retrouver à respecter de façon réciproque nos droits. Et tout le monde va se trouver en paix. Mais c'est difficile. Et c'est quand on le fait que nous empêchons également l'État de violer de façon excessive nos droits. C'est parce que lorsqu'on se retrouve entre nous déjà citoyens à se chamailler, à ne pas respecter nos droits, à violer nos droits, c'est facile pour l'État de se retrouver entre nous et de manipuler. Et je le dis que la liberté d'expression a des limites connues, écrites partout, on sait. Mais c'est parce que nous aussi, nous ne travaillons pas à rester dans le cadre de ces limites-là que l'État trouve une facilité à pouvoir limiter. Et laissons la liberté d'expression. Et on va également sur le droit à l'information, sur le droit des médias, la liberté de la presse, qui est également reliée à la liberté d'expression. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des institutions qui sont mises en place pour protéger le droit des journalistes, pour protéger la liberté de la presse. Mais ces institutions-là se retrouvent comme des gendarmes, ou comme on dit, l'ennemi même de ce droit-là. Or, ces mécanismes-là sont mis en place. Est-ce que ces institutions ne sont en réalité pas en train de prendre des dispositions pour ne pas laisser tomber les organes de presse dans des travers? Est-ce que ce n'est pas une mesure préventive? Non, moi je veux vous dire, ce n'est pas seulement le cas du Bénin. Aujourd'hui, quand vous voyez même le contexte des pays qui sont touchés par le terrorisme, vous voyez que la liberté de la presse, la liberté d'expression, vraiment c'est une question, nous on a peur, on se dit mais dans 5 ans, est-ce que les gens auront la possibilité de parler? Parce qu'aujourd'hui on met la sécurité publique devant, on met l'intérêt général, on met la souveraineté devant pour piétiner tout ce que nous avons comme droit. Donc oui, il faut travailler à ce que les règles soient respectées dans la société. Moi, je suis d'accord avec ça et je milite pour ça. Les règles de la société doivent être respectées. Mais il ne faut pas profiter de ce mécanisme de respect des règles de la société pour pouvoir entacher les droits des citoyens. Et moi, je vais finir par dire, oui, les mécanismes que nous mettons en place, parce que ces mécanismes-là, ce n'est pas forcément l'État, c'est ce que nous avons décidé ensemble de mettre en place pour pouvoir encadrer nos droits. C'est nous-mêmes qui avons décidé de mettre ces mécanismes en place. Donc ces mécanismes-là ne peuvent pas aujourd'hui venir nous empêcher de jouir de notre liberté. Il y a forcément d'autres structures aussi qui sont là et qui travaillent à pouvoir encadrer l'État d'une manière ou d'une autre. La société civile est là pour la veille citoyenne. On va sans doute finir cette émission. Déjà. Votre mot de fin. Bon, alors, je voudrais inviter toutes les personnes qui sont les mieux placées, notamment les autorités, à vraiment sensibiliser les gens sur la liberté d'expression pour que les gens ne tombent pas dans un piège dont ils ne sont pas informés. Merci à vous, Aïcha, d'être passée sur ce plateau. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et pour ce sujet qui reste un sujet non périssable, un sujet d'actualité dont il faut discuter. Et je vais dire la même chose que Aïcha, du moins, il faut continuer par sensibiliser les gens. Il faut continuer par sensibiliser les gens à respecter la liberté d'expression des autres, à respecter les limites de la liberté d'expression. Il faut continuer également par rappeler à l'État quel est son engagement, quelle est sa responsabilité dans la protection de la liberté d'expression. Et je pense que si on le fait, si on arrive à pouvoir sensibiliser tous les citoyens comme Aïcha le voudrait, je pense que tout ira bien. Merci Fréjus Atinoglo. Je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes dans ce studio avec Aïcha Rikposou, communicatrice. Tous deux, vous aviez
parler de la liberté d'expression, un droit fragile qu'il convient de protéger. Et c'est bien sûr sur vos dernières notes que nous allons refermer cette émission Le Bon Citoyen de ce jour. Merci à tous, merci à chacun pour la fidélité d'écoute. On se retrouve semaine prochaine.